Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. David Puzos. Je suis doctorant. Je commence ma 3e année au sein du laboratoire ESO Rennes, l'université Rennes 2. Je réalise une thèse en géographie de la formation, encadrée par Magali Ardouin et Pascal Plantard. Alors moi, mon travail porte sur l'étude des configurations socio-spatiales de formation professionnelle au numérique en Bretagne. Thématique que j'aborde à travers la notion d'environnement capacitant. Du coup, la présentation aujourd'hui qu'on va vous présenter s'appuie sur une partie des données récoltées dans le cadre de ma thèse. Donc, bonjour à tous, moi c'est Alice Yilmaz. J'entreprends ma 2e année de thèse en psychologie et en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire Paragraphe, donc à Paris 8 et à Cergy. Sous la direction de Khaldoun Zraïk et Evelyne Clément. Et mon travail de thèse porte sur l'étude des impacts plus ou moins inclusifs de la médiation numérique, tant au niveau psychologique qu'infocom. Et donc j'ai participé à l'analyse des entretiens réalisés par David, et notamment en apportant le champ de la psychologie sur les théories de la motivation. Donc cette communication, elle porte sur l'étude des configurations socio-spatiales d'une formation professionnelle au numérique au sein de la métropole rennaise, et sur la manière dont finalement les configurations qu'on a étudiées permettent ou non de développer les libertés d'agir des apprenants, notamment dans un contexte de crise sanitaire. Alors concernant les objectifs de notre communication, nous avons essayé de porter une réflexion sur la manière finalement dont les relations sont nouées entre d'une part un dispositif de formation et d'autre part le territoire sur lequel il est implanté, peuvent produire finalement des configurations plus ou moins capacitantes, impactant la motivation ainsi que les libertés d'agir des apprenants. Alors du coup, concernant la notion d'environnement capacitant, cette notion a été développée principalement par Pierre Falzon dans le cadre du champ de l'ergonomie constructive, et s'appuie en grande partie sur la théorie des capacités telle qu'elle est développée par Amartya Sen. Alors avant de rentrer un peu et de développer la manière dont on mobilise la notion d'environnement capacitant, on fait un petit détour rapide par la théorie des capacités pour expliciter un peu plus en détail comment on mobilise la notion d'environnement capacitant. Alors dans la perspective des travaux d'Amartya Sen, la pauvreté ne peut se définir comme la simple absence de ressources. Il s'agit de la penser avant tout comme une privation des libertés d'agir. Pour ce faire, Sen développe la notion de capacité. Alors selon lui, la liberté réelle consiste en la perspective de capacité permettant à chacun d'effectuer des choix, des libertés d'agir, et ce dans tous les aspects de sa vie. Le paradigme des capacités implique alors de repérer un certain nombre de facteurs de conversion et de décision, permettant alors de convertir des ressources en pouvoir d'agir effectif. Alors, en prenant comme point d'ancrage les travaux de Fernaguioudet, on peut diviser le processus capacité en 2 sous-processus. Le processus opportunité, qu'on voit ici, et le processus liberté. Concernant le processus opportunité, alors celui-ci consiste à repérer un certain nombre de facteurs de conversion permettant justement de convertir des ressources en capacité d'agir. Ces facteurs peuvent être de différentes natures, individuelles, sociales, territoriales, environnementales, et peuvent faciliter la conversion des ressources en pouvoir d'agir, en capacité d'action. On parlera alors de facteurs de conversion positifs ou négatifs. En somme, le processus opportunité fait un focus particulier sur l'espace des possibles qui s'offre à un individu et ceux qui décident d'en bénéficier ou non. Concernant le 2e processus, le processus liberté, Sen met en avant finalement qu'il ne suffit pas qu'un individu ait la possibilité d'agir pour qu'il le fasse concrètement. Encore faut-il qu'il désire le faire. Est alors introduite la notion de facteurs de choix, qui sont des éléments qui influencent la prise de décision. L'étude des facteurs de choix tels qu'ils sont développés dans les travaux de Sen permettent ainsi d'analyser la liberté d'agir des individus en formation. Donc ainsi, la notion d'environnement capacitant qui est adaptée
aux problématiques de formation professionnelle. Elle consiste à penser l'aménagement de dispositifs de formation qui faciliteraient un certain nombre de conversion d'un certain nombre de ressources, qu'elles soient pédagogiques, territoriales, en pouvoir d'agir effectif. Donc, dans cette perspective, le rôle des environnements capacitants est de créer un espace qui favoriserait l'autonomie des individus, ainsi que l'accroissement des possibilités concrètes via la mise en place de facteurs de conversion ou de choix, et ce, dans une perspective de développement des individus. Donc Fernagu-Houdet ajoute qu'un environnement capacitant ne suffit pas à lui-même en soi et qu'il est nécessaire de soulever la question de l'engagement en formation. C'est pourquoi l'environnement capacitant, en s'appuyant sur des facteurs dispositionnels et contextuels, doit favoriser l'autodétermination et la motivation de chacun. Donc, dans cette perspective, nous avons décidé de nous appuyer sur la théorie des besoins psychologiques de base, qui est issue de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui nous offre un cadre théorique intéressant pour comprendre finalement la manière dont les contextes sociospatiaux peuvent satisfaire 3 besoins psychologiques qui seraient innés, considérés comme essentiels pour favoriser l'autodétermination. Alors d'une part, le besoin en compétences, qui fait référence à la nécessité de se sentir efficace dans ce que l'on entreprend. D'autre part, le besoin d'autonomie qui renvoie au besoin de se sentir être à l'origine de ces actions et des décisions qu'on peut prendre. Enfin, le besoin d'affiliation sociale qui fait référence au besoin de se sentir appartenir à un groupe social et connecté à ses pairs. Donc, en conclusion, nous pouvons préciser que l'environnement capacitant l'environnement s'avère capacitant en contexte et selon l'usage qui en est fait. Et l'environnement n'est donc pas à considérer à la manière d'un espace qui serait figé, mais plutôt à la façon d'un espace complexe, dynamique et ouvert sur un territoire. Alors, concernant le terrain qu'on a enquêté, il s'agit d'un dispositif de formation qui s'appelle Prépa Geek, qui a vu le jour en janvier 2020, donc c'était la première session de formation. Soit quelques mois avant l'annonce du confinement national du 17 mars 2020. C'est ça, 17 mars 2020. Donc le dispositif de formation a été mis en place par une association bretonne en partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur. Alors il y a eu 3 dispositifs, un à Brest, un à Rostronin et un à Rennes. Alors dans le cadre de notre communication aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au dispositif rennais. Le dispositif de formation répond à un double objectif. Le premier, en fait, il vise à outiller et à acculturer des jeunes et des demandeurs d'emploi, donc des jeunes plutôt en situation de décrochage scolaire, au métier du numérique. Donc l'idée, c'est de découvrir un panel relativement varié de domaines du numérique, en vue que les apprenants, les stagiaires de la formation puissent décider ou bien de reprendre une formation qualifiante dans un domaine particulier, par exemple le développement web, ou peut-être de retourner directement vers l'emploi. Donc la formation, je l'ai précisé, proposait un ensemble assez varié de contenus. Ça allait si bien de la programmation d'applications web, mobiles, en passant par l'impression 3D, la fabrication numérique, la médiation numérique. La formation a démarré, donc je l'ai précisé également, le 20 janvier 2020, a pris fin le 20 juillet 2020. Donc ça a duré quasiment 7 mois de formation. L'annonce du confinement le 17 mars 2020 a obligé l'ensemble de l'équipe pédagogique à devoir basculer la formation sous un mode distanciel, quasiment du jour au lendemain. Ce qui a provoqué, comme vous pouvez l'imaginer, un chamboulement de ce qui était initialement prévu. Donc ça a été un moment assez difficile, aussi bien pour l'équipe de formation que pour les stagiaires. Donc ça me paraissait important de préciser le contexte vraiment très particulier de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais il nous semblait intéressant d'étudier la relation formation-territoire dans un contexte de formation à distance. Alors, concernant notre méthodologie, donc on était dans une démarche, en tout cas dans le cadre de la récolte des données, une démarche qualitative. Donc, ont été réalisés 22 entretiens semi-directifs. 4 entretiens ont été réalisés auprès de formateurs de la formation,
3 entretiens réalisés auprès de chargés de mission formation emploi à la région Bretagne. 15 entretiens ont été réalisés auprès de stagiaires en formation. Les entretiens ont été réalisés en fin de formation. Concernant les entretiens des stagiaires, l'idée c'était d'avoir un panel relativement représentatif des stagiaires de la formation. Les participants ont tous été choisis sur la base du volontariat. Tous les entretiens ont été enregistrés, retranscrits avant d'être analysés via le logiciel MaxQDA. Alors, suite à l'annonce du confinement, forcément, donc là c'est précisé ici, je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai réalisé aussi des observations participantes à partir de janvier 2020. Et suite à l'annonce du confinement, la réalisation de ces observations a dû être effectuée à distance, notamment à travers des plateformes qui ont été mises en place, telles que Discord, Zoom, etc. Donc pour cette communication, à partir de l'analyse des données, on a pu relever 3 catégories qui correspondent à des facteurs de conversion. Et l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui 3 facteurs qui nous semblaient particulièrement révélateurs de la manière dont la formation, dont la relation formation-territoire peut produire des environnements plus ou moins capacitants en vue de soutenir notamment la motivation autodéterminée ainsi que le déploiement des capacités des apprenants, et ce dans un contexte de formation à distance. Alors, concernant nos résultats, le premier facteur qui nous est apparu renvoie à l'adaptation du contenu de la formation aux besoins du territoire. En effet, les entretiens ont montré que l'adaptation du contenu de la formation aux besoins territoriaux constitue un facteur de conversion primordial en vue de mettre en œuvre des situations où l'apprentissage a du sens et qui permet par conséquent de favoriser l'engagement des apprenants au sein du dispositif. Alors, à titre d'illustration, un stagiaire de la prépa geek nous dit « J'aimerais bien faire une étude de marché pour essayer de voir si la prépa geek répond à des besoins. Parce qu'on ne sait pas, nous, on est dans le flou. Est-ce que c'est pour aboutir à tel ou tel métier ? À partir de là, tu fais des études de marché pour voir s'il y a vraiment du boulot. Tu prends déjà Rennes, voire la Bretagne. Et voilà, tu essayes de trouver des entreprises, des gens, des cadres ou autres, et tu orientes la formation par rapport à ça. » Donc, adapter le contenu de la formation aux réalités territoriales renvoie tant aux besoins de compétences qu'aux besoins d'affiliation sociale des stagiaires en formation. En effet, cela signifie que les compétences acquises puissent déboucher sur de véritables opportunités et qu'elles participent finalement à développer le sentiment de légitimité, l'engagement, la motivation, en vue finalement de mettre en œuvre un projet post-formation. Donc, en l'occurrence, au sein du dispositif Prépa Geek et dans un contexte pandémique, la satisfaction de ces besoins n'a pas toujours été possible par les apprenants. Ces derniers témoignent d'un manque de sens perçu ainsi que des incompréhensions quant à la finalité des compétences qu'ils développent en formation. Et apparaissent alors des comportements qui semblaient résigner un sentiment d'incapacité face au suivi de la formation, notamment lorsqu'elle était à distance, voire jusqu'à choisir de se désengager de la formation et pour certains même d'arrêter d'essayer. Alors, pour illustration, là, une personne nous a dit « c'est bien beau, j'apprends des choses, mais voilà quoi, où est la finalité de ce que je fais, vers quoi ça mène comme métier ?» Et je me dis des fois, je ferais mieux de retourner dans mon ancien domaine, au moins la finalité est là. En conclusion, on voit ici émerger un facteur de conversion, le besoin que la formation réduise les incertitudes évoquées précédemment, en transmettant des compétences et des savoirs qui, si possible, pourraient être reconnus territorialement, notamment ici par des entreprises ou des formations peut-être plus qualifiantes, notamment en vue de renforcer la légitimité des stagiaires et d'encourager la reprise d'un projet post-formation. Donc le second facteur qu'on a identifié, c'est le fait de favoriser l'intermédiation au sein du dispositif. Donc pour développer notamment l'autonomie des stagiaires, il apparaissait nécessaire qu'ils puissent disposer d'une base informationnelle de l'écosystème territorial et des acteurs qui sont impliqués dans la formation et les emplois autour des technologies numériques. De plus, orienter les stagiaires dans cet écosystème territorial en vue d'élaborer leurs projets post-formation apparaît comme finalement essentiel pour ces derniers qui éprouvent souvent des difficultés à identifier des ressources qui soient potentiellement accessibles pour constituer des opportunités d'action.
Et pour finir, il apparaît fondamental d'accompagner les stagiaires dans la construction de leurs projets individuels, de sorte que cet accompagnement permette la conversion des possibilités d'action en prise de décision concrète, notamment dans le cadre de leurs projets individuels de post-formation. Alors, un des stagiaires nous a dit « Tu entends dire que c'est un secteur qui est porteur au niveau des embauches, notamment concernant le métier de développeur web, mais bon, on te dit ça, mais après, tu n'as rien de concret. Ce n'est que du bouche à oreille, tu entends ça partout, le développement web, c'est un métier en tension. Oui, mais où ça, pourquoi et comment est-ce que moi, je peux me lancer? Un guide pour m'orienter, c'est ça qui me manquait. » Donc, en effet, certains apprenants témoignent d'un manque de visibilité sur les possibilités qui sont offertes par le territoire à l'issue de la formation, tant au niveau des emplois, mais également des formations auxquelles ils pourraient accéder, ce qui a pour conséquence une absence de choix et une orientation du projet qui semble finalement apparaître davantage subie que plutôt que réellement choisie. Dès lors apparaissent des conséquences délétères sur la motivation et l'engagement des adultes en formation. En résumé, on voit bien ici à quel point l'information, l'orientation et l'accompagnement professionnels apparaissent comme des facteurs de conversion et de décision clés dans la mesure où ils permettent à la fois de développer une connaissance du territoire, d'encourager la prise de décision concernant l'élaboration de projets post-formation et favorisent la conversion des ressources et des opportunités territoriales en liberté d'agir. Alors pour finir, le troisième élément de résultat renvoie à la logique de la territorialisation, voire de la co-formation. En effet, il semble primordial de développer des liens de proximité avec les acteurs du numérique rennais dans le cadre de la formation. Seulement, comme vous pouvez l'imaginer, dans un contexte de confinement national, ça a été une chose de très compliquée. La plupart des visites et des rencontres qui étaient initialement prévues ont toutes été annulées, excepté 3 qui ont pu être réalisées en visio. Mais du coup, ça a été, d'après le retour des stagiaires, ça n'a pas été suffisant. On a un stagiaire qui nous dit ici, le problème pendant le confinement, c'est que tu ne peux pas bouger, tu peux moins te rendre sur place, tu ne peux pas aller à des journées portes ouvertes, tu ne peux pas organiser d'entretien, tu ne peux pas sortir. Donc bon, c'est évident que c'était compliqué pour trouver quelque chose pour après. Pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de salons. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais le physique, c'est mieux pour se faire des contacts. Donc nous voyons ici la nécessité de favoriser les relations, la création de liens de proximité avec les écosystèmes d'acteurs du numérique, chose qui était initialement prévue mais qui a été empêchée par la crise sanitaire. Plusieurs témoignages de personnes en formation pointent finalement du doigt la nécessité de favoriser ce besoin d'affiliation, de se sentir appartenir mais également connecté tant aux autres membres du groupe qu'aux acteurs territoriaux qui permettent en fait la valorisation sociale de leurs compétences. Les conditions de mise en place du dispositif de formation ainsi que le manque de territorialisation de la formation ont eu des effets négatifs sur ce besoin d'affiliation sociale et le manque de relation avec le territoire a participé finalement à une dévalorisation de soi et a eu des impacts négatifs sur l'implication et l'engagement des individus en formation. Alors pour illustration, une personne nous a dit, comme je l'ai dit, en fait, je pense qu'il faut vraiment passer plus de temps à rencontrer des acteurs de terrain, à travailler son projet professionnel. On devrait le faire en fait dès que les gens entrent en formation, voir ce qu'ils veulent faire par la suite parce que de là va dépendre leur engagement. Moi, comment me demander d'être motivé quand je sais que derrière je vais me retrouver sur le carreau? La réalité, c'est ça. Alors, notre analyse révèle à quel point un environnement capacitant relève d'une responsabilité partagée, notamment dans le cadre de la formation professionnelle, entre différents acteurs, que ce soit des entreprises du numérique, des organismes de formation qualifiants dans le domaine du numérique, des structures d'accompagnement à l'emploi et j'en passe. Donc la coopération de ces acteurs semble, d'après le discours des stagiaires, nécessaire en vue de mettre en place les conditions permettant d'accroître réellement les possibilités d'action des stagiaires sur un territoire. Alors rapidement, en 2 minutes, on conclut. Dans un contexte de crise sanitaire, on voit ici que l'inadéquation du contenu aux spécificités, aux besoins du territoire, l'absence d'une vision claire sur le numérique en Bretagne ou encore le manque de proximité avec les acteurs économiques et de la formation professionnelle au numérique ont eu, selon le dire des stagiaires, des effets incapacitants. À l'inverse, on voit à quel point il est important, toujours selon leur dire, de réaliser un diagnostic partagé, de penser l'environnement de formation comme un espace d'intermédiation, voire de co-construction, afin de renforcer les capacités, compris ici comme un pouvoir d'agir ancré dans un territoire. Cela semble particulièrement intéressant pour les stagiaires, notamment les plus en difficulté, en effet les plus autonomes,
s'en sont globalement bien sortis dans la formation et ont été capables de réaliser eux-mêmes des études de territoire, entrer en contact avec des professionnels, se trouver des formations qualifiantes, élaborer en autonomie des projets post-formation. En conclusion, il apparaît que les ingénieries de formation doivent prendre en compte la relation apprenant-territoire, notamment, ici on le voit dans un contexte de confinement national et de formation à distance, en vue de favoriser l'autodétermination, l'engagement des apprenants au sein du dispositif et encourager la liberté d'agir. C'est en ce sens que la notion d'environnement capacitant nous a semblé judicieuse, dans la mesure où elle permet d'appréhender simultanément ces différents éléments qui agissent conjointement à la manière d'un système et peuvent produire des configurations socio-spatiales et psychosociales plus ou moins capacitantes. Merci de votre attention. On entend ça partout, le développement web, c'est un métier en tension. Oui, mais où ça, pourquoi et comment est-ce que moi je peux me lancer? Un guide pour m'orienter, c'est ça qui me manquait. Donc, en effet, certains apprenants témoignent d'un manque de visibilité sur les possibilités qui sont offertes par le territoire à l'issue de la formation, tant au niveau des emplois, mais également des formations auxquelles ils pourraient accéder, ce qui a pour conséquence une absence de choix et une orientation du projet qui semble finalement apparaître davantage subie que plutôt que réellement choisie. Dès lors apparaissent des conséquences délétères sur la motivation et l'engagement des adultes en formation. En résumé, on voit bien ici à quel point l'information, l'orientation et l'accompagnement professionnels apparaissent comme des facteurs de conversion et de décision clés dans la mesure où ils permettent à la fois de développer une connaissance du territoire, d'encourager la prise de décision concernant l'élaboration de projets post-formation et favorisent la conversion des ressources et des opportunités territoriales en liberté d'agir. Alors pour finir, le troisième élément de résultat renvoie à la logique de la territorialisation, voire de la co-formation. En effet, il semble primordial de développer des liens de proximité avec les acteurs du numérique rennais dans le cadre de la formation. Seulement, comme vous pouvez l'imaginer, dans un contexte de confinement national, ça a été une chose de très compliquée. La plupart des visites et des rencontres qui étaient initialement prévues ont toutes été annulées, excepté 3 qui ont pu être réalisées en visio. Mais du coup, ça a été, d'après le retour des stagiaires, ça n'a pas été suffisant. On a un stagiaire qui nous dit ici, le problème pendant le confinement, c'est que tu ne peux pas bouger, tu peux moins te rendre sur place, tu ne peux pas aller à des journées portes ouvertes, tu ne peux pas organiser d'entretien, tu ne peux pas sortir. Donc bon, c'est évident que c'était compliqué pour trouver quelque chose pour après. Pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de salons. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais le physique, c'est mieux pour se faire des contacts. Donc nous voyons ici la nécessité de favoriser les relations, la création de liens de proximité avec les écosystèmes d'acteurs du numérique, chose qui était initialement prévue mais qui a été empêchée par la crise sanitaire. Plusieurs témoignages de personnes en formation pointent finalement du doigt la nécessité de favoriser ce besoin d'affiliation, de se sentir appartenir mais également connecté tant aux autres membres du groupe qu'aux acteurs territoriaux qui permettent en fait la valorisation sociale de leurs compétences. Les conditions de mise en place du dispositif de formation ainsi que le manque de territorialisation de la formation ont eu des effets négatifs sur ce besoin d'affiliation sociale et le manque de relation avec le territoire a participé finalement à une dévalorisation de soi et a eu des impacts négatifs sur l'implication et l'engagement des individus en formation. Alors pour illustration, une personne nous a dit, comme je l'ai dit, en fait, je pense qu'il faut vraiment passer plus de temps à rencontrer des acteurs de terrain, à travailler son projet professionnel. On devrait le faire en fait dès que les gens entrent en formation, voir ce qu'ils veulent faire par la suite parce que de là va dépendre leur engagement. Moi, comment me demander d'être motivé quand je sais que derrière je vais me retrouver sur le carreau? La réalité, c'est ça. Alors, notre analyse révèle à quel point un environnement capacitant relève d'une responsabilité partagée, notamment dans le cadre de la formation professionnelle, entre différents acteurs, que ce soit des entreprises du numérique, des organismes de formation qualifiants dans le domaine du numérique, des structures d'accompagnement à l'emploi et j'en passe. Donc la coopération de ces acteurs semble, d'après le discours des stagiaires, nécessaire en vue de mettre en place les conditions permettant d'accroître réellement les possibilités d'action des stagiaires sur un territoire. Alors rapidement, en 2 minutes, on conclut. Dans un contexte de crise sanitaire, on voit ici que l'inadéquation du contenu aux spécificités, aux besoins du territoire, l'absence d'une vision claire sur le numérique en Bretagne ou encore le manque de proximité avec les acteurs économiques et de la formation professionnelle au numérique ont eu, selon le dire des stagiaires, des effets incapacitants.
À l'inverse, on voit à quel point il est important, toujours selon leur dire, de réaliser un diagnostic partagé, de penser l'environnement de formation comme un espace d'intermédiation, voire de co-construction, afin de renforcer les capacités, compris ici comme un pouvoir d'agir ancré dans un territoire. Cela semble particulièrement intéressant pour les stagiaires, notamment les plus en difficulté. En effet, les plus autonomes s'en sont globalement bien sortis dans la formation et ont été capables de réaliser eux-mêmes des études de territoire, entrer en contact avec des professionnels, se trouver des formations qualifiantes, élaborer en autonomie des projets post-formation. En conclusion, il apparaît que les ingénieries de formation doivent prendre en compte la relation apprenant-territoire, notamment, ici on le voit dans un contexte de confinement national et de formation à distance, en vue de favoriser l'autodétermination, l'engagement des apprenants au sein du dispositif et encourager la liberté d'agir. C'est en ce sens que la notion d'environnement capacitant nous a semblé judicieuse, dans la mesure où elle permet d'appréhender simultanément ces différents éléments qui agissent conjointement à la manière d'un système et peuvent produire des configurations socio-spatiales et psychosociales plus ou moins capacitantes. Merci de votre attention.